batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous n'avez pas tort de naviguer sur notre fréquence, messieurs et dames, c'est l'art de vous informer. Salutations à toutes et à tous. Dans l'actualité provinciale, l'accélération des travaux du parachèvement du stade de Lumumba était au centre d'une réunion bipartite entre les commissaires généraux au sport et à l'entrepreneuriat, Dominique Kodiambete, et les entreprises exécutantes. Suivez. L'actualisation du nouveau chronogramme de parachèvement des travaux de construction du stade Lumumba de Matadi était au cœur de cette séance de travail présidée par le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Kodiambete, le mardi 8 novembre 2022 dans la soirée. Il a réuni autour de lui, dans la salle des réunions de cette infrastructure encore en construction, les responsables de deux sociétés qui exécutent les travaux de ces vastes chantiers, à savoir Mango Sarel et Sodimas Congo, ainsi que les experts du bureau technique de contrôle. Dominique Kodiambete a circonscrit le déroulement de cette rencontre. Les deux partenaires ne posent plus les problèmes d'argent, donc ils ont reconnu qu'avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent avancer dans la construction. Il y a déjà beaucoup de matériaux de construction qui sont ici au stade, il y en a d'autres qui sont stockés à l'extérieur du stade, donc la volonté est là. Dans 6 ou 8 mois, nous allons sentir un changement, un avancement dans les travaux de construction de notre stade. Et également, nous avons décidé de mettre en place une commission de suivi ou d'évaluation qui va commencer à se réunir chaque vendredi. Là, ce sont les responsables qui vont commencer à se retrouver chaque vendredi pour suivre l'évolution des travaux de construction du stade Lumumba. Nous avons donné un moratoire d'1 mois pour permettre à nos partenaires de mettre aussi leur matériel ou mettre leurs commandes en ordre. Comme ça, dans 1 mois, nous allons commencer à faire les suivis, évaluations chaque semaine pour voir comment nous allons terminer le stade Lumumba. L'objectif est donc d'accélérer et parachever les travaux de cette nouvelle infrastructure sportive moderne, lesquels travaux traînent depuis plus de 10 ans. Créée sur initiative du maire de Matadi, l'opération Tianase produit 2 effets. Plusieurs inciviques ont été arrêtés avant d'être déférés au parquet des grandes instances de Matadi. Glodino Lucano pour les reportages. Après l'affrontement des groupes Bandana Rouge et Blé le dimanche 30 octobre dans la soirée, le maire de Matadi, maître Patinzouzouama Makingedi, a initié une action de grande envergure, au cours de laquelle 20 présumés inciviques ont été arrêtés et présentés à la population le lundi 7 novembre dernier, peu avant être présentés au gouverneur des provinces Dr Guy Bandundungidi par le maire Patinzouzouama Makingedi, qui les avait ensuite conduits au parquet des grandes instances de Matadi, afin que chacun d'eux réponde de ses actes. Pour le premier citoyen de la ville, certains de ces malfrats ont été arrêtés de suite d'une dénonciation et les autres par contre ont été appréhendés en pleine action avec une tenue de la police à main. Nous les avons arrêtés pour Kalash, dénonciation. Les 10 kilos, nous les avons arrêtés en pleine opération. Nous les avons accompagnés auprès du procureur pour qu'ils puissent bénéficier encore d'une instruction et être transférés pour subir leur peine. Nous ne laisserons personne troubler l'ordre public ou la quiétude de la population, surtout que nous allons dans les périodes de fête. Par la même occasion, le maire Patinzouzouama Makingedi a rappelé à la population de sa juridiction que le port de bandana rouge, blé et autres est strictement interdit. Nous conseillons aux parents qui ont des enfants mal élevés. Les bandanas sont interdits dans la ville. Bandana rouge, bandana noir, bandana bleu. Oh blanc, c'est interdit. Signalons par ailleurs que plusieurs victimes sont venues charger ces présumés inciviques d'Ikuluna.
Restant toujours à Matadi, les ponts béton dans la commune d'Mvouzi, au quartier communément appelé Mongonkamba, se dégradent du jour le jour. La traversée devient de plus en plus difficile. Les usagers lancent un cri d'alerte. Suivez. La population du quartier Mpozo dans la commune d'Mvouzi, précisément à Mongonkamba, est en difficulté pour traverser sur les ponts communément appelés ponts béton situés sur l'ancienne route caravane d'une importance capitale. Ces ponts relient deux communes de la ville, à savoir Mvouzi et Nzanza. Son état de dégradation préoccupe les habitants de cette partie de la ville. Soucieux de voir la rénovation de cet ouvrage, Messenza Ouseke Djouna, chef d'avenue Bakwela, parle de l'importance de ces ponts. Ce pont est construit à l'époque coloniale. Stanley, Diego Cao y sont passés. C'est un ouvrage chargé d'histoire. Nous demandons une chose, l'implication des autorités. Rien que ça. En cette période pluvieuse, cette infrastructure occasionne plusieurs dégâts à cause du trafic qui devient de plus en plus difficile. Les véhicules bennes qui transportent le sable et autres matériels de construction ne peuvent plus fréquenter ces coins à cause de l'état actuel de ces ponts. L'un des doyens du quartier sollicite l'implication des autorités provinciales et locales. Nous demandons à l'autorité provinciale s'il peut nous aider cette fois-là. D'abord, la route ici, c'est la route vraiment historique. Au lieu que les gens contournent, peut-être de faire Belvédère, voir, nous pouvons parler à Pozo. À partir de cette tronçon ici déjà, ils peuvent déjà aller rejoindre directement les ponts Pozo. Quand on réhabilite encore la route Mvoado Pozo, les bus passaient par ici pour aller à Kinshasa. On fait Belvédère, on continue Belvédère jusqu'à ces ponts ici. Malheureusement, les ponts s'est effondrés. On ne voit aucune autorité qui se présente. L'autorité est là pour satisfaire à l'intérêt général. 12 jours pour le climat. Les dirigeants du monde participent à la COP27 en Égypte où ils réfléchissent sur la lutte contre les changements climatiques. La voix de la RDC a été entendue du haut de la tribune à travers sa vice-premier ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Les détails dans ces récits de Roger Missamou. La conférence sur le climat COP27 a ouvert ses portes depuis le dimanche 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les dirigeants politiques de différents pays du monde y participent durant 12 jours pour réfléchir autour des stratégies de la lutte contre les réchauffements climatiques. Objectif, baisser de 45% à l'horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre. À l'ouverture de ce sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les grandes puissances à la solidarité au risque d'un suicide collectif. La voix de la République démocratique du Congo a été entendue à travers sa patronne de l'environnement, la vice-premier ministre Eve Bazaïba, qui a brandi les potentialités de ces pays solutions aux différentes crises climatiques. La République démocratique du Congo se présente à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier. Le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les CO2, les gaz à effet de serre et autres. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique. La République démocratique du Congo met à la disposition de l'humanité ces minéraux stratégiques, le cobalt, le lithium, l'acier, le coltan, pour réussir la transition écologique. En toute logique, les efforts de la RDC dans l'adaptation climatique sont conditionnés par l'accès aux fonds d'adaptation et la transformation locale de matières premières. Et pour nous adapter à cela, il nous faudrait que ces minéraux soient non seulement exploités, mis à la disposition de l'humanité, mais transformés localement pour permettre aussi au peuple congolais, au peuple africain d'accéder à un coût abordable de les instruments, l'outil de la transition écologique. Il nous faut une compensation, il nous faut de l'échange. Quelle est l'alternative pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle culture industrialisée sans pollution? Il s'agit d'avoir accès aux fonds d'adaptation, accès aux fonds mis à la disposition pour l'atténuation. Il s'agit aussi que nous puissions bénéficier du prix unique, identitaire et équitable
du prix de la tonne de carbone. Les discussions se poursuivent entre dirigeants pour aboutir à l'adoption d'une résolution commune afin de stabiliser la température mondiale. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, a échangé ce mercredi 9 novembre 2022 au Palais du Peuple avec la délégation du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette délégation onisienne conduite par son porte-parole, Michel Xavier, est en mission de vérification de l'application de l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Un commentaire de Mamine Bobiti. Le gouvernement congolais n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Cette précision a été donnée par Michel Xavier Biong, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, reçu en audience ce mercredi 9 novembre 2022 par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Pour le chef de la délégation onisienne, seuls les groupes armés rebelles sont concernés par cette mesure d'embargo qui interdit à ces derniers de se procurer des armes ou munitions, et renchérit que la résolution 1807 de 2008 donne la liberté à la RDC d'acheter toutes sortes d'équipements militaires pour la protection de son territoire. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité. De son côté, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a plaidé pour la création d'un tribunal international pour les Congo afin de juger toutes les personnes impliquées dans les massacres commis sur le sol congolais depuis plusieurs décennies. Rappelons en outre que la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU aura des entretiens avec toutes les personnalités politiques et responsables des institutions du pays. À Goma, dans la province du Nord Kivu, environ 3000 jeunes et femmes se sont fait enrôler au sein de forces armées de la République démocratique du Congo en réponse à l'appel du chef de l'État dans son adresse à la nation pour défendre la mère patrie face à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Reportage à Goma de notre correspondant Daniel Michombero. Venu de Goma et de Beni, ce jeune affirme avoir répondu à l'appel du président de la République Félix Tshisekedi qui a appelé jeudi dernier le jeune à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi eux, Mokili Ejide, une nouvelle recrue, il dut bien vouloir rejoindre le FARDC par vocation pour défendre la nation sous menace. Je n'ai pas seulement répondu à l'appel du chef de l'État parce que j'ai cette vocation depuis ma naissance. J'appelle tous les autres jeunes Congolais patriotes qu'ils viennent pour que nous puissions appuyer les FARDC. Nous acceptons de nous sacrifier pour notre pays car il est agressé. Parce que Indietou, iko menacé, iko agressé. Coup de chapeau. C'est le colonel Faustin Dakala de la 34e région militaire qui s'occupe du recrutement au Nord Kivu. Cet officier supérieur s'est dit satisfait de l'adhésion massive de ce jour. Nous savons que l'ennemi est à notre porte ici, ils ne sont pas très loin d'ici. Ce sont nos jeunes militaires qui sont en train de fixer ces ennemis, même maintenant là. Ils sont chez nous. Vous êtes informés qu'ils sont chez nous. Ils ne sont plus au Rwanda. Et ils sont à quelques kilomètres de la ville de Goma. Depuis ce matin, jusqu'à maintenant, nous sommes déjà au-delà de 808 jeunes garçons et filles qui ont répondu présents à l'appel du chef de l'État. À Beni, c'est-à-dire pour ce qui est du Grand Nord, il y a 2018 jeunes qui viennent d'arriver de rejoindre Mambango.
Les affrontements se poursuivent dans les territoires de Rutshuru. Les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle des 3 cités et plus de 30 villages tentent de progresser vers Goma en passant par les territoires de Nyiragongo près de Goma. Plus de 70 000 personnes se sont déplacées vers Nyiragongo à 7 km de la ville de Goma. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Dans la page sportive, le compromis a été trouvé le mardi 8 novembre 2022 entre les comités exécutifs de l'entente urbaine de football de Matadi, dirigé par le président Thomas Kiakokwa, et les dirigeants des clubs de la première division qui évoluent à l'entente urbaine de football de Matadi pour le démarrage du championnat prévu le 21 novembre 2022. Jean Singoy pour les détails. Le président de l'entente urbaine de football de Matadi, Thomas Kiakokwa, a présidé une séance de travail le mardi 8 novembre avec les dirigeants des clubs de première division de Matadi concernant le démarrage du championnat de l'entente urbaine de football de Matadi qui devrait intervenir le 29 octobre 2022. Après plusieurs reports, le comité exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi et les dirigeants des clubs ont trouvé un compromis pour le démarrage du championnat le lundi 21 novembre 2022. Elfas Nzingayoba, secrétaire exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi, appelle les dirigeants des clubs à régulariser les dossiers de leurs joueurs et fait les points concernant la rencontre du comité exécutif de l'EFMAT et les sociétaires. Sous l'initiative du président de l'entente qui a pris l'initiative au secrétariat de pouvoir inviter toutes les équipes participantes de la première division, au total 20 clubs, pour trouver un compromis parce qu'on ne peut pas laisser les championnats comme ça. L'entente urbaine étant une entité fidèle aux principes, aux instructions de la fédération et dans l'obligation d'organiser son championnat. Chose dite, chose faite. Hier, on a essayé d'échanger avec le club. Donc le championnat pour la saison sportive 2022-2023 démarre le lundi 21 novembre. L'entente a orienté toutes les équipes de pouvoir maintenant emboîter les pas pour régulariser et mettre à jour leurs équipes sur le plan administratif. Le championnat de la division 2 débutera le 15 décembre prochain. A noter qu'au cours de cette réunion, le président de l'entente urbaine de football de Matadi a pris l'engagement de payer la moitié des frais de participation pour tous les 20 clubs évoluant à l'entente urbaine de football de Matadi. Toujours en sport, 16e de finale bise phase, retour de la Coupe de la Confédération. La République démocratique du Congo a fait fort avec ses équipes. Lupopo a battu Rai Club Kadiogo par 1-0. Début à 1 pour Desampé contre Flambeau du Centre et 1-0 pour Mazembe face à Royal AMFC. Toutes ces rencontres sont jouées ce mercredi 9 novembre à Kinshasa et à Durban. Rivencial. À Kinshasa, au stade des Martyrs, Waka Bofafaka, buteur à la 19e minute, et Mpiana Mozizi à la 55e sur penalty, ont porté les Immaculés dans l'opposition face au Burundais de Flambeau du Centre Football Club. Des heures après que Jean-Marc Makusu Mundele, dans le même stade, les fait pour les Cheminots à la 75e minute de la partie face au Burkinabé du Rai Club de Kadiogo. Plus loin au sud du continent, à Durban en Afrique du Sud, les Corbeaux ont été portés par Adam Bosunzali, buteur à 2 minutes de la pause contre les locaux de Royal AM Football Club. Auteur des performances des XL, les clubs de la République démocratique du Congo ont bien terminé leur travail à la manche retour du tour des cadrages de la Coupe de la Confédération après une première phase parfaitement maîtrisée et couronnée par des victoires. Avec un bilan impressionnant, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, le Daring Club Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe sont qualifiés pour la phase des poules de la compétition et connaîtront leurs futurs adversaires mercredi 16 novembre prochain au cours de la cérémonie du tirage au sort. En termes de représentation sur l'échiquier continental, la République démocratique du Congo et l'Égypte sont pour le moment les deux meilleures nations d'Afrique à compter 4 équipes aux interclubs de la Confédération africaine de football saison sportive 2022-2023 en cours devant le Maroc et l'Algérie qui en comptent 3. Ce journal est complètement terminé. Il vous a été réalisé par Jefté Balumbu. Mesdames et messieurs, merci de votre attention au soutenu et merci à l'équipe rédactionnelle qui a concouru pour sa rédaction. Au revoir.